Agit est donc responsable kurde du CDKF. Voilà, après il parlera de ses activités, de son rôle au niveau du CDKF. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de faire un débat sur quelle est la situation politique pour les Kurdes en Syrie, Iran et Turquie. Voilà. Donc la Syrie, quelle place pour le Rojava après l'accord passé entre les FDS et le régime de Ahmed al-Sharat, le nouveau président? Le Rojava peut-il être utile pour penser la coexistence à égalité de droits des différents peuples dans un même État? En Iran, alors que l'agression militaire menée par Israël et les États-Unis permettent au régime d'accroître la répression contre la contestation, quel avenir pour la lutte des Kurdes, pour leurs droits politiques et sociaux et ceux des autres minorités? Et en Turquie, suite à la déclaration de Abdullah Öcalan, le 12 mai 2025, le Parti des travailleurs du Kurdistan a annoncé sa dissolution pour créer les conditions d'une paix durable et d'une solution démocratique à la question kurde. Où en est-on un an après? Voilà, donc c'est un vaste débat. Donc mais je remercie nos amis d'Iran qui sont venus. Et voilà, pour commencer le débat, bon, Agit va se présenter, mais ce qui m'a paru intéressant tout à l'heure dans nos discussions, c'est la population kurde qu'il y a en France par rapport aux différents pays. Comme ça, on peut au moins situer dans nos territoires un peu les amis avec qui on peut travailler. Voilà, bon, Agit. Merci pour cette introduction, pour l'invitation également. Alors, je m'appelle Agit Polot, je suis le représentant du CDKF, le Conseil démocratique kurde en France. C'est une fédération des associations kurdes de France qui existe depuis 1991, plus précisément, mais qui a pour objectif, évidemment, de rassembler les différentes associations kurdes qui sont réparties un peu dans tout l'Hexagone. Mais d'autre part, il y a d'une part ce rôle de coordination au sein des associations, mais d'autre part, il y a aussi un certain rôle de représentation que joue également le CDKF, que ce soit à destination, je dirais, du gouvernement, à destination des organisations de la société civile, les partis politiques et toute forme de structure associative. Et donc, aujourd'hui, pour ce débat, ce que je pourrais dire évidemment, c'est que c'est un vaste sujet. C'est un sujet qui ne pourrait pas être résumé, je pense, en l'espace d'1 ou 2 heures, évidemment. C'est un sujet qui touche le cœur de l'actualité, d'autre part, et c'est un sujet aussi géopolitique et de géostratégie aussi à la fois. Donc de ce fait, je vais essayer d'être bref, évidemment, sur toute cette thématique-là, mais tout en essayant d'être très clair aussi, de répondre vraiment d'une manière très transparente s'il y aurait des questions par la suite, mais de faire surtout une certaine présentation de la situation générale. Pour recentrer un peu sur le cœur du sujet, la question de où on en est un an après. Comme vous le savez, il y a quelque temps de cela, donc, il y a eu un appel qui a été lancé par Öcalan, le leader kurde Abdullah Öcalan, qui est emprisonné depuis le 15 février 1999. Un appel qui a été lancé dans le cadre d'une éventuelle solution à la question kurde. Évidemment, quelques mois avant le lancement de cet appel, des
entretiens ont eu lieu entre l'État turc et Abdullah Öcalan, entre le PKK et l'État turc. Il y a eu toute une série de rencontres qui se sont succédées, qui étaient discrètes évidemment dans un premier temps, assez confidentielles, où l'opinion publique n'était pas au courant, la presse évidemment n'était pas au courant. C'était les débuts en quelque sorte de ce processus. Ça a permis évidemment à cet appel d'Abdullah Öcalan de lancer ce processus de paix qui en est arrivé jusqu'à nos jours. Après, il est important, je dirais, de comprendre le timing aussi de cette appel. Quand nous avons par exemple le Liban qui est complètement dévasté par la guerre, quand nous avons la Syrie qui est entièrement divisée mais qui commence à apparaître, voir le jour d'une certaine stabilité, après avec des djihadistes au pouvoir, hein, il ne faut pas oublier cet aspect non plus. D'autre part, la crise politique qui est actuellement en Irak, et d'autre part, le régime des mollahs en Iran qui est en train de s'effondrer aussi face aux attaques des États-Unis et aussi à la révolte du peuple iranien. Il est évidemment important, je dirais, de faire un parallèle entre toutes ces évolutions et le timing, en quelque sorte, du lancement de cet appel, de ce processus. Pourquoi il est important de faire ce parallèle-là? Parce que le Moyen-Orient, dans sa globalité, est en pleine ébullition. Et ce qui fait que, dans un contexte comme celui-ci de guerre, où les peuples du Moyen-Orient, dans leur globalité, sont confrontés à de différentes guerres, mais qui payent le prix aussi, parce que ça a toujours été comme ça. Les principaux concernés dans une guerre sont malheureusement les peuples, sont malheureusement les populations civiles qui en souffrent le plus, qui sont le plus touchées, les plus impactées. Et malheureusement, encore une fois, au Moyen-Orient, c'est un peu cette situation qui voit le jour. Et de ce fait, quand nous avons une guerre en Iran, quand nous avons une guerre en Irak, quand nous avons une guerre en Syrie, quand nous avons une guerre au Liban, quand on a l'État iranien qui, soi-disant pour répliquer aux attaques américaines, s'en prend à tous les autres pays du Golfe, et ainsi de suite, quand nous avons, dans un climat comme celui-ci de guerre, un appel de paix qui émerge quand même d'une prison, qui veut faire changer le destin d'un peuple, notamment des Kurdes, je pense qu'il est quand même précieux. Précieux dans le sens où la guerre c'est quelque chose de mauvais. Je pense que personne autour de cette table dirait que non, il faut faire la guerre, pour quelque combat que ce soit, hein, que ce soit pour le peuple iranien, que ce soit pour les Palestiniens, que ce soit pour les Kurdes, que ce soit pour les autres populations du Moyen-Orient. Je pense que nous sommes tous d'accord sur une chose, c'est qu'il faut trouver des solutions par la voie du dialogue, de la politique et par des moyens pacifiques. Donc, aujourd'hui, depuis plus d'un an maintenant, un certain processus est en cours. C'est un processus qui a un caractère quand même différent. Différent parce que on a commencé en fait, en général, dans les processus de paix, quand il y a par exemple des guerres de la sorte, on dissout les organisations en question qui font partie de cette guerre à la fin du processus, quand tout est terminé en vrai. Alors qu'aujourd'hui, dans le cas des Kurdes, la dissolution du PKK est intervenue au début. Et c'était une chose qui a été quand même très difficile à admettre par beaucoup de Kurdes avant tout. Admettre dans le sens où le PKK a été quand même le quotidien de beaucoup de Kurdes. Le quotidien de plusieurs générations même de Kurdes, je dirais. Le PKK a quand même été, pour des Kurdes, une certaine émancipation et qui a permis aux Kurdes d'en arriver jusque-là.
Et donc, de voir en quelque sorte cette structure émancipatrice qui a mobilisé tant de générations autour de soi-même disparaître de cette façon-là, évidemment que ça a créé un choc émotionnel avant tout au sein de la communauté kurde, au sein de la population kurde. Donc il y a eu une phase d'incompréhension particulièrement et de méfiance, particulièrement de la part des Kurdes vis-à-vis de ce processus qui était mené avec l'État turc, parce que l'État turc est un État qui a quand même massacré, qui a tué, qui a emprisonné, qui a réprimé, qui a été à l'origine de plusieurs massacres, et non seulement contre les Kurdes, mais contre d'autres peuples aussi de la région. Je pense aux Arméniens. Nous avions commémoré le 24 avril donc le 111e anniversaire du génocide. Je pense évidemment aux Assyro-Chaldéens, je pense aux Grecs pontiques et tant d'autres minorités qui ont vécu dans la région. Et donc, on sait en fait avec qui on est assis sur une table de négociation. On parle d'un État, l'État turc, qui a tant fait du mal en fait à ces différentes minorités de la région du pays. Et donc, beaucoup nous reprochent de dire, en nous disant, pardon, oui, mais vous avez tout cédé. Oui, mais parce qu'il y a des incompréhensions en fait. Il y a des incompréhensions dans le sens où il est plus facile en fait de faire la guerre, je pense, que de faire la paix. Parce que ce sont des habitudes. Parce que ce sont des habitudes qui mènent aussi, qui construisent aussi des statu quo. Dans le sens où on veut parfois en fait aller à un objectif, être dans une continuité pour atteindre un objectif, mais qui cette continuité s'avère obsolète, s'avère parfois non payante, ne nous donne pas trop parfois de résultats non plus. Évidemment que je pense que la lutte armée a été une étape importante en ce qui concerne les Kurdes de Turquie, a été également, je dirais, une étape indispensable, mais il faut aussi savoir s'asseoir sur une table, négocier, faire de la politique, essayer de créer un élan démocratique et de cette manière-là pouvoir mener la lutte aussi pour atteindre ces objectifs. Donc la lutte, elle n'est pas que militaire, elle n'est pas que armée. La lutte, elle peut être menée par de différentes méthodes et doit être aussi amplifiée par de différentes méthodes. Et je pense qu'il est peut-être important de comprendre en fait que les Kurdes aujourd'hui, en Turquie particulièrement, essayent de trouver une formule autre que celle de la guerre pour pouvoir obtenir leurs droits les plus fondamentaux et de pouvoir exister en Turquie dans un premier temps en tant que peuple à part entier et se voir garantir ses droits par la constitution de Turquie. Et donc, c'est un peu le résumé de ce processus. C'est un peu en quelque sorte les lignes essentielles, évidemment, qu'on essaye de mettre en place, parce que on en parlait tout à l'heure avec quelques amis qui étaient ici, des résultats d'une part, mais des exigences aussi de la part des Kurdes dans cette table de négociation. Il est important de comprendre que l'une des choses essentielles pour les Kurdes, c'est la reconnaissance de l'identité kurde à part entière, en tant que citoyen égal de l'identité turque, par la constitution turque en fait. Il est important de comprendre que l'une des exigences, je dirais, des Kurdes est aussi la question de l'enseignement en kurde. Il faut que la langue kurde soit une langue d'enseignement. Il faut que les droits culturels les plus fondamentaux des Kurdes puissent être préservés par cette même constitution. Et aussi, à la fin, il faut aussi préserver évidemment les droits politiques des Kurdes. Il faut que les Kurdes puissent se représenter eux-mêmes en fait. Et c'est là où on vient au vif du sujet, au cœur du sujet, parce que c'est là où il y a surtout en fait une vraie négociation qui est en cours. Une vraie négociation qui est en cours et qui vise aussi à changer le modèle administratif turc. C'est là où vraiment
on va pouvoir dire qu'on arrive à créer une espèce d'autonomie de fait dans les régions kurdes. C'est de changer complètement le modèle administratif, d'élargir le champ d'action des collectivités territoriales. Par exemple, il est sujet actuellement dans ces négociations avec l'État turc de pouvoir fusionner l'instance, on va dire, administratif préfectoral, le corps préfectoral, avec la municipalité. Et de créer une nouvelle instance, évidemment une instance des personnes qui seront à la tête de cette instance par la voie des élections, afin qu'on puisse jouir d'une démocratie pleinement, et de faire en sorte d'accorder plus de pouvoir à ces instances au local. Et en fait, à partir de ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que la police sera sous contrôle de cette instance en question, les écoles seront contrôlées et coordonnées par ces instances en question, l'armée serait rattachée à cette instance, donc la question de l'autodéfense pour les Kurdes aussi, de cette manière-là, pourrait être résolue, et de ce fait, tout simplement, il y aurait de fait une forme d'autonomie qui serait mise en place dans les régions. Alors là, je ne dis pas que, attention, il ne faut pas que ce soit mal interprété, je ne dis pas qu'on en est arrivé à ce point-là dans les négociations, loin de là, mais c'est l'objectif. C'est l'un des objectifs, en tout cas, sur cette phase de négociation, de pouvoir créer ce modèle, de le mettre en place et d'aboutir à ce résultat. Évidemment qu'en face, au sein de l'État turc, il y a une différence. La différence, c'est qu'au sein du mouvement kurde, il y a une position claire, c'est qu'on a entamé un processus, et ce processus, on va le mener jusqu'à la fin. Donc là-dessus, en ce qui concerne le mouvement kurde, d'une manière plus concrète, le PKK, je pense qu'il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de crainte non plus. Mais ça n'est pas la même chose au sein de l'État turc. On sait tous qu'au sein des États, il y a plusieurs organes, et un État n'est pas constitué par un seul groupement. Il y a de différentes tendances au sein de la bureaucratie étatique, il y a de différentes tendances au sein de l'administration étatique, au sein du gouvernement, tout simplement, qui fait qu'il y a des positionnements différents aussi. Et l'État turc, ce que j'ai envie de dire sur ce sujet, c'est que l'État turc n'est pas autant prêt pour ce processus que les Kurdes le sont. Et c'est ça qui aussi fait que tout le monde a un agenda différent. Déjà, les Kurdes ont un agenda différent selon leurs intérêts. L'État turc a un autre agenda différent, mais au sein de l'État turc, ces différentes composantes ont d'autres agendas aussi, qui sont différents. Et là, je viens, évidemment, je fais référence d'une part à l'AKP, le parti d'Erdogan. D'autre part, je fais référence au MHP, le parti d'extrême droite, qui est membre du gouvernement avec l'AKP, qui serait paradoxalement, l'extrême droite pousse pour que le processus avance plus vite, mais de l'inverse, l'AKP n'a pas tout à fait cette même posture, cette même position, n'a pas cette même volonté d'avancer aussi vite que ça, parce qu'on voit de plus en plus qu'ils ont un agenda, je dirais, caché, c'est les élections. C'est les élections, en tout cas au sein de l'AKP, on le voit beaucoup plus clairement maintenant. Ils veulent étaler ce processus de paix dans le temps, et faire en sorte de le transformer en un outil de campagne électorale. Donc, c'est l'idée qu'on observe aujourd'hui, en tout cas, de différentes déclarations qui sont faites par l'AKP. Évidemment qu'il faut aussi comprendre pourquoi est-ce que la Turquie a accepté ce processus, alors que la Turquie menait une certaine politique de répression très sanglante à l'égard des Kurdes, une certaine politique de répression qui était vraiment très féroce,
des arrestations en masse, des tueries aussi d'autre part. Donc beaucoup de formes de répression qui s'étaient amplifiées. Pourquoi est-ce que soudainement, en fait, la Turquie a fait recours à ce processus-là, a ressenti le besoin de lancer un tel processus, alors que, par exemple, concernant Abdullah Öcalan, il était sous isolement depuis plusieurs années. Et soudainement, il y a eu cette volonté de la part de l'État turc de lancer ce processus, que ce soit à la table de négociation avec les Kurdes. Donc, tout simplement, ce sont les évolutions géopolitiques. Et c'est là où il est important quand même de faire un tout petit résumé de la situation, parce que on voit qu'au Moyen-Orient, tout le monde a un plan. Tout le monde a un plan. L'Iran a son plan, Israël a son plan, les États-Unis a un autre plan, la Turquie évidemment a tout un autre plan, la Syrie avec les djihadistes en question qui sont maintenant devenus des gens soi-disant abordables au pouvoir, ont un autre plan. Donc tout le monde a d'une manière ou d'une autre un autre plan, et donc ce qui est tout à fait normal aussi d'autre part. Mais je pense qu'on a tous vu que depuis le commencement en fait de cette guerre entre Israéliens et Palestiniens, beaucoup de choses ont commencé à évoluer différemment. Beaucoup de choses ont commencé quand même à évoluer différemment. Et là, je fais référence particulièrement à la volonté d'Israël de répandre en quelque sorte son influence au Moyen-Orient, dans la globalité du Moyen-Orient. Et c'est là où les choses prennent une dimension plus différente. Pourquoi est-ce que, pour répondre à la question de pourquoi est-ce que les Turcs se sont soudainement mis d'accord concernant ce processus-là, quand on voit qu'Israël attaque le Liban, quand on voit qu'Israël attaque la Syrie, quand on voit qu'Israël mène des attaques également contre l'Irak, contre la Libye, contre le Yémen, quand on voit qu'Israël mène des attaques également contre l'Iran, évidemment que ça fait réfléchir à la Turquie. Est-ce que je serai perpétuellement épargné de ces attaques d'Israël, en fait? C'est la question que je pense que les dirigeants turcs se sont posés. Est-ce que nous allons être perpétuellement épargnés de ces attaques israéliennes qui se font un peu partout au Moyen-Orient? Et je pense que c'est aussi ça qui a fait peur à la Turquie. C'est aussi cette réalité géopolitique et géostratégique qui a fait peur à la Turquie et qui a mis la Turquie dans une situation de faiblesse à l'égard des Kurdes. Pourquoi de situation de faiblesse? Parce que imaginons-nous une seule seconde que Israël, à un moment ou un autre, s'en prend à la Turquie. Et imaginons-nous qu'à ce moment-là, il y a une force qui s'appelle le PKK, donc les Kurdes, qui sont structurés, armés, etc. Qu'est-ce que ça pourrait provoquer? Qu'est-ce que ça pourrait provoquer pour la Turquie? Je pense que ça aurait pu provoquer un désastre total pour la Turquie. Mais de l'inverse, je ne dis pas que ça aurait été sans prix pour les Kurdes. Je pense que dans le cas où les Kurdes se seraient révoltés dans une telle situation face à la Turquie, au sein même de la Turquie, donc les Kurdes de Turquie, je pense vraiment qu'il y aurait eu plusieurs centaines de milliers de morts de la part des Kurdes aussi. Quand on sait de quoi est capable l'État turc, quand on voit aujourd'hui de quoi a été capable le régime des Mollahs contre les populations civiles en Iran, plusieurs milliers, dizaines de milliers de personnes quand même qui se sont fait tuer dans le total silence assourdissant de la communauté internationale, et voire même, on n'a toujours pas des chiffres, je dirais, précis quand même, des gens qui ont été tués en Iran par ce régime-là. Je me demande vraiment d'autre part de quoi aurait été capable aussi de faire à la Turquie en fait. Et de ce fait, ça n'aurait pas été sans prix pour les populations kurdes de Turquie non plus. Mais je pense que cette situation a vraiment fait peur à la Turquie. Cette situation, ce seul scénario de penser que Israël pourrait s'en prendre à la Turquie et que les Kurdes, dans une telle situation, pourraient aussi, afin de pouvoir prendre en main leur destin, se mêler de cette guerre-là et donc en quelque sorte profiter, en d'autres termes, de cette situation pour
lancé un assaut afin de récupérer le contrôle total des régions kurdes de Turquie. Je pense que c'est un scénario auquel les Turcs se sont très sérieusement attardés et ont réfléchi et ont conclu qu'il fallait peut-être trouver une autre formule, donc éviter de tenir les Kurdes comme une menace pour l'État turc. Évidemment que les Kurdes ne sont pas stupides, ou bien naïfs non plus. Ils ont évidemment compris cette situation, analysé ces évolutions en question, analysé également les évolutions géopolitiques, et ont profité du moment pour lancer ce processus en question, afin de pouvoir obtenir les droits par des moyens politiques, tout simplement. C'est le sujet actuel, c'est le résumé du processus. Je pense qu'on peut le faire de cette façon-là. Le pourquoi du comment, ça a commencé un peu comme ça, de cette façon-là. Ceci étant dit que l'hypothèse d'une guerre entre Israël et la Turquie n'est pas totalement écartée. Donc, je pense qu'il faut comprendre que Israël a un vrai plan pour le Moyen-Orient, dans le cadre de ses intérêts. Voilà. Dans le cadre de ses intérêts, Israël a un plan, il veut le mettre en place, il essaye d'avancer, et je pense qu'une éventuelle guerre avec la Turquie pourrait éclater à Chypre. Quel rapport vous allez me dire à Chypre? Pourquoi Chypre ou bien précisément? Et tout simplement parce que il y a la Méditerranée orientale. Tout simplement parce qu'il y a un gisement gazier très important, qui n'a à ce stade, à aucun moment donné, été exploité. Et donc, qui récemment, il y a quelques années de cela, une société commune étatique a été mise en place entre Israël, entre Chypre, entre l'Égypte et entre la Grèce, qui a pour objectif d'exploiter ce gisement gazier en Méditerranée orientale et qui, dans les mois à venir, va commencer. Et donc, la Turquie, à partir de ce moment-là, la Turquie qui, évidemment, revendique en quelque sorte ses droits en Méditerranée orientale, va devoir se mêler de cette affaire. En Méditerranée orientale concernant l'exploitation du gaz. Et ces puissances en question ont déjà de fait exclu la Turquie, parce qu'ils disent que la Turquie n'a pas de droit à revendiquer dans ce territoire-là. Et les Turcs disent que non, nous avons un droit. Il y a la question de la Chypre du Nord, qu'ils essayent d'imposer de fait, depuis 1900, je ne veux pas dire de bêtises, mais 73, 14. La Chypre du Nord a été occupée par la Turquie. Ils ont maintenant mis en place un certain État, république et ainsi, qui est seulement reconnu par la Turquie dans le monde entier. Et donc, ce qui se passe, c'est que les Turcs essayent de fait de créer des situations de facto et de dire non, on est là-bas et nous aussi, nous avons notre mot à dire concernant la Méditerranée orientale. Et c'est ça où, c'est exactement cette situation, je pense, c'est exactement cette situation qui va en quelque sorte déclencher le conflit, tout simplement. Qui va déclencher ce conflit-là, parce que la Turquie va avoir deux options. Soit elle va tout simplement revendiquer ses droits, donc elle va insister là-dessus et dire non, nous voulons aussi notre part du gâteau. Et donc demander sa part du gâteau voudra dire éventuellement s'impliquer, et très probablement même s'impliquer dans un conflit direct, ou bien tout simplement elle va se retirer. Elle va dire non, c'est trop dangereux pour moi, ça peut nuire à l'intérêt stratégique, voire même existentiel de mon État, donc de l'État turc, et de ce fait, elle va décider de se retirer. Moi, personnellement, je ne vois pas autre que ces deux scénarios possibles pour la Turquie dans les mois à venir concernant ce sujet chypriote, donc plus particulièrement de la Méditerranée orientale, pour le gaz. Et je pense que, au vu de la réalité sociologique de la Turquie, au vu de la réalité, d'autre part, je dirais, traditionnelle aussi de l'État turc, je pense qu'ils ne vont pas se retirer. Ils vont vouloir aller à l'affrontement. Je pense qu'il va y avoir une confrontation dans ce secteur-là.
peut-être que je me trompe, mais je pense que le temps va nous montrer tout ça. Mais la crise chypriote, on va commencer à en parler de plus en plus et très très rapidement. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais le président Macron était parti pour un sommet informel du Conseil de l'Europe, si je ne me trompe pas, à Chypre, là, les 2 derniers jours, au courant de ces 2 derniers jours. À l'issue de ce sommet, il s'est rendu également en Grèce, où des accords, des partenariats sur le plan sécuritaire a été renouvelé avec la Grèce. Et en réponse à la question d'un journaliste grec qui l'interrogeait concernant une éventuelle affrontation de la Grèce en mer Égée, la réponse de Macron a été, je dirais, très très claire. C'était dans le cas où il y aura un problème en mer Égée, il va falloir que vous faites ce que vous avez à faire, et nous, on sera très naturellement aux côtés de la Grèce. En mer Égée, un problème, c'est la Turquie. Face à la Grèce, c'est la Turquie. C'est pas l'Iran, c'est pas Israël, c'est pas la Russie, c'est pas quelconque autre pays. On parle de la Turquie en fait. Le mot Turquie, évidemment, n'a pas été prononcé, on sait tous que c'est de la diplomatie et ainsi, mais on faisait référence évidemment à la Turquie, et la France a pris position très 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 clairement. Et donc de plus en plus, en fait, la Méditerranée orientale particulièrement, mais d'une manière générale, toute cette région en question du monde, va se transformer aussi en un autre théâtre de guerre, j'ai l'impression. En fait, il est vraiment, je veux revenir sur le processus, évidemment, afin de ne pas trop déborder sur ces autres sujets qui entourent tout ce processus, mais il est important de comprendre que les Kurdes ont un projet politique. Les Kurdes ont un projet politique qui a pour objectif, évidemment, de garantir les droits des Kurdes, mais le seul problème, c'est que on parle, par exemple, d'un Kurdistan qui est divisé, ou bien qui est à cheval sur 4 États, la Turquie, la Syrie, l'Irak, l'Iran. Mais le problème, c'est que dans ce Kurdistan en question, on l'imagine d'une manière, même si on l'imagine d'une manière unifiée, il n'y a pas que des Kurdes qui y vivent. Il n'y a pas que des Kurdes qui y vivent. Il y a des Arméniens, il y a des Assyro-Chaldéens, il y a d'autres populations de la région, tout simplement, qui vivent dans ces territoires. Il y a des Azéris aussi. Donc, on ne peut pas, en fait, nous, de cette façon, dire on veut un Kurdistan, d'accord, on le veut, ok, c'est bien. Mais dans ce cas-là, comment est-ce qu'on va procéder, en fait? Comment est-ce qu'on va procéder dans ce Kurdistan une fois qu'on l'aura obtenu? On a obtenu un Kurdistan, d'accord, c'est très bien. Mais que vont devenir les Arméniens dans ce Kurdistan? Que vont devenir les Assyro-Chaldéens? Que vont devenir les Azéris? Est-ce que ça ne va pas se transformer en une forme de conflit perpétuel par la suite? C'est aussi une question en fait qu'il faut, je pense, se poser de cette façon-là pour essayer aussi de comprendre quel projet politique serait le mieux adapté pour cette région-là. Et en fait, on en parlait encore de ce sujet tout à l'heure, la question de l'État-nation. Aujourd'hui, l'État-nation a un slogan, c'est un État, une langue, une patrie. Rien d'autre n'existe. En Turquie, on est seulement turc en fait. Il n'y a rien d'autre. On bafoue tout. Et en fait, c'est le principe même de l'État-nation qui impose cette réalité. Dans le cas dans le cas du Moyen-Orient, c'est ce que je pense et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure encore une fois, c'est que le modèle d'État-nation n'est pas adapté aux réalités sociologiques et géographiques de toute façon du Moyen-Orient. Donc, tellement qu'il y a de différentes composantes au sein de ces États, le seul fait de dire qu'il y a une Turquie, le seul fait de dire que la Syrie représente tout le monde dans sa globalité ne suffit pas en fait. Et c'est là où je veux venir en fait au projet des Kurdes, c'est la question du confédéralisme démocratique. C'est là où on comprend en fait que
il y a d'autres moyens de gouvernance, il y a d'autres façons de gouverner en fait, il y a d'autres façons de pouvoir se faire représenter et d'exister. Et c'est là où on parle essentiellement de la question évidemment du confédéralisme démocratique comme alternative au modèle de l'État-nation. Donc aujourd'hui, dans le cadre de ce processus, le fait de pouvoir mettre en place un tel modèle, en Turquie dans un premier temps évidemment, ça permettrait de démocratiser davantage ces régions-là. Ça permettrait directement de faire en sorte que les populations de la région, et pas que les Kurdes évidemment, puissent bénéficier pleinement de leurs droits. Et c'est que je pense de cette façon-là qu'on peut vraiment essayer de mettre en place un modèle de démocratie directe aussi à la fin. Parce que la démocratie représentative, je pense que elle ne représente pas totalement tout le monde en fait. Et de ce fait, une démocratie directe, le fait de mettre en place des formes d'assemblées populaires, des communes, des structurations au plus bas niveau en fait, de la société jusqu'au plus haut niveau, c'est là où on pourrait vraiment parler d'une forme de démocratie réelle. Et je pense qu'il est important en fait de comprendre le côté philosophique dans tout ce processus-là. L'esprit qui domine en quelque sorte en fait et mène aussi les Kurdes, pousse les Kurdes à mener ce processus-là, c'est cette question philosophique aussi, c'est ce rapport philosophique à cette réalité sociologique de la région. Je pense que nous avons vraiment un long chemin évidemment à parcourir, tout en sachant qu'il y a des États qui ont des régimes dictatoriaux, tout simplement, qui, là je parle très clairement du régime des mollahs en Iran, tout ce qui se passe en Iran, je pense qu'on le suit tous ensemble de très près, et il est évidemment indispensable que ce régime puisse disparaître, et qu'il y ait une réelle démocratie qui puisse émerger dans ce pays et qui soit choisie, désignée par le peuple iranien et non pas par les puissances étrangères. Et c'est là où peut-être qu'on pourrait vraiment commencer à se dire que les choses changent en fait. À partir du moment où les populations civiles pourraient choisir leur propre destin, je pense qu'il n'y a que de cette façon-là qu'on pourrait se dire on est peut-être sur une bonne voie là. Peut-être qu'on a pu obtenir quelque chose de bien meilleur qu'avant. Et dans ce cadre-là, peut-être qu'on peut évidemment bénéficier aussi à la fois des expériences des uns et des autres. Ce qui se passe en Iran, évidemment, ça fait réfléchir d'autres populations. Ce qui se passe peut-être en Turquie fait réfléchir d'autres populations dans d'autres pays. Ce qui se passe en Syrie, et évidemment, fait réfléchir évidemment les Kurdes, par exemple, irakiens. Donc, il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont rattachées entre elles-mêmes, même si parfois on l'ignore, même si parfois on les sous-estime. Il y a beaucoup de liens, que ce soit des liens directs ou indirects, mais qui sont liés entre eux-mêmes et qui permettent aussi de faire avancer les choses peut-être distinctement, mais qui ont un rapport direct entre elles. Et pour revenir et peut-être conclure aussi un peu de cette façon-là, c'est que le processus actuel en l'état, en ce qui concerne les Kurdes, je parle là pour la Turquie, il y a évidemment des étapes qui ont été franchies. C'est que la fin de la lutte armée contre la Turquie a été annoncée. Le retrait des guérilleros du PKK, donc des combattants du PKK, ont été achevés. Quand je dis retrait, ils se sont retirés vers le Kurdistan irakien, vers les bases arrières du PKK. D'autre part, il y a également la question de la dissolution du PKK. En d'autres termes, qu'a fait l'État turc face à toutes ces étapes quand même qui ont été très importantes et très stratégiques, conclues par les Kurdes? Mais qu'a fait l'État turc? Pour être très honnête, pas grand-chose. À ce stade, pas grand-chose. Ça ne veut pas dire que le processus, évidemment, est terminé. Ça ne veut pas dire que les Kurdes se sont fait avoir, loin de là.
parce que les Kurdes n'ont toujours pas dit leur dernier mot, et ça ne veut pas dire que la pression géopolitique régionale s'est apaisée sur la Turquie. Cette pression, en fait, elle commence de plus en plus, à s'accroître sur la Turquie. Elle va d'une manière ou d'une autre faire en sorte que les Turcs fassent des concessions très stratégiques, des concessions existentielles, des concessions essentielles dans le cadre de ce processus. Et je pense que ça ne va pas tarder. Au courant de ce mois-ci, il y a des rencontres qui se font. Je peux en tout cas affirmer avec beaucoup de certitude cette chose-là. Il y a eu plusieurs réunions qui ont eu lieu entre l'État turc et Öcalan, avec son équipe, parce qu'il faut savoir, quand je dis Öcalan, il n'est pas seul. Depuis le début de ce processus, plusieurs membres du PKK ont été transférés à l'île-prison d'Imrali auprès d'Abdullah Öcalan afin de pouvoir mener une réflexion ensemble et afin de pouvoir mener ce processus au mieux ensemble contre l'État turc dans cette table de négociation. Et donc plusieurs rencontres ont eu lieu, des délégations du DEM Parti, donc le principal parti kurde de Turquie, a envoyé également, a constitué une délégation, le DEM Parti, dans le cadre de ce processus, et des représentants en fait du DEM Parti vont systématiquement à Imrali participer à ces négociations. Et donc, ce que je peux dire avec beaucoup de certitude, c'est que ce mois d'avril a été vraiment très électrique, très tendu dans le cadre de ce processus. Les Kurdes ont, en quelque sorte, envoyé des ultimatums à l'État turc. Voilà, c'est bon, maintenant il faut qu'il y ait des pas concrets de votre part aussi. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire jusque-là, jusqu'à cette étape en question. À partir de là, on ne fera plus rien de plus. C'est à vous de faire des pas maintenant. Et ce qui est vrai, c'est pas parce que je suis un Kurde que je dis que c'est vrai, c'est parce que l'État turc n'a pas fait grand-chose que je dis que c'est vrai. Et je pense que chaque observateur international indépendant a fait ce même constat aussi. C'est maintenant au tour de la Turquie de faire des pas dans le cadre de ce processus. Et donc, il y a eu une pression qui s'est accentuée de la part des Kurdes sur l'État turc, ce qui a fait que, dans le cadre de ces réunions qui ont eu lieu au courant de ce mois d'avril, des échanges d'une importance quand même cruciale ont eu lieu. Et au final, au courant du mois de mai, une première vague de décision va être prise par l'Assemblée nationale de Turquie concernant ce processus afin de permettre le retour des combattants kurdes en Turquie. Donc l'idée dans le cadre de ce processus de paix, c'est de faire en sorte qu'il y ait un premier groupe de combattants, hommes et femmes, qui puissent revenir en Turquie et faire preuve d'une certaine volonté de pousser ce processus à une étape supérieure. À une étape supérieure, c'est évidemment l'étape de la paix. Et donc ça va créer un précédent, et je pense que les préparatifs se font, si tout avance comme prévu lors de ces réunions qui ont eu lieu au courant de ce mois d'avril. Normalement, au courant du mois de mai, des retours devront avoir lieu. Évidemment qu'il faut des garanties. Donc les garanties vont être ces textes de loi qui vont être votés à l'Assemblée nationale dans le cadre de ce processus, ce qui va permettre d'accorder un cadre juridique à ce processus afin de permettre la légalisation du retour des combattants, afin évidemment qu'ils ne se fassent pas arrêter une fois sur le territoire turc, parce qu'il n'y aura aucune garantie. Mais si ces textes de loi encadreraient en quelque sorte cette situation, il n'y aura évidemment plus rien à craindre à partir de ce moment-là, parce que ça sera préservé par la Constitution et ainsi. Et donc, début du mois de mai, ces textes de loi vont être votés à l'Assemblée nationale, c'est ce qui est prévu. On essaye à ce stade de donner les dernières formes, en quelque sorte, à l'issue de ces négociations.
Fin du mois d'avril, ces textes vont être envoyés à l'Assemblée nationale. Et début du mois de mai, donc, un débat extraordinaire va avoir lieu à l'Assemblée, en session plénière. Et ce qui va permettre le vote aussi à la fin de ce débat, de ces textes de loi qui permettront le retour des combattants en toute sécurité. Pas seulement le retour, mais aussi l'intégration dans la vie active politique de ces combattants. Parce que ces combattants-là n'ont pas en fait combattu, n'ont pas sacrifié une vingtaine, trentaine de leur années de leur vie pour rentrer chez eux et de dire voilà, on a combattu, maintenant on rentre à la maison. C'est pas ça qu'ils veulent de toute façon. C'est de pouvoir continuer la lutte, mais sous d'autres formes, tout simplement. Sous d'autres formes. Il y a une connaissance évidemment très importante de la part de ces gens-là, qui se sont formés au cours de ces dernières années, qui se sont préparés, qui sont aguerris en quelque sorte en fait à cette situation et qui veulent mener la lutte sous des formes différentes. Et donc là, on parle évidemment de plusieurs dizaines de milliers de combattants. Il est important de signifier ce chiffre en question, ce qui va permettre aussi évidemment une certaine restructuration sociétale aussi au sein de la population kurde, ce qui va permettre aussi la mise en place, le travail, le militantisme dans le cadre évidemment de ce projet sociétal que les Kurdes ont et veulent mettre en place tout simplement. C'est là où on pourra peut-être distinguer la chose, et c'est là où je veux en conclure surtout, c'est que il y a l'entité étatique, d'une part, on parle là de l'État turc, d'autre part, il y a aussi évidemment la réalité organisationnelle, donc la société civile. En fait, il ne faut pas oublier que l'État est là pour servir le peuple. C'est une chose qu'on oublie beaucoup trop souvent en fait. C'est pas l'inverse en fait. C'est pas le peuple qui sert ou bien qui doit servir à l'État. Et cette réalité, on l'oublie vraiment trop souvent. Et je pense qu'il faut se rappeler de cette réalité. C'est que dans le cas où la société civile se structurerait, dans le cas où la société civile s'organiserait, dans le cas où la société civile se transformait en une force essentielle et existentielle, en une force stratégique, l'État n'aura pas d'autre moyen que de céder face aux exigences de la société. Et en l'espèce, dans le cas des Kurdes et de l'État turc, je pense que la chose la plus importante, au-delà d'un certain processus de paix ou bien de négociation qui sera mené avec l'État turc, la chose la plus existentielle, la plus importante, c'est la phase de structuration, la phase d'organisation et de mobilisation de la société civile. Je pense que vraiment, il y a besoin de comprendre que cette réalité, elle permettrait de faire changer énormément de choses, qu'il y ait un processus ou pas, si le peuple kurde est soudé, est organisé, si le peuple kurde en Turquie est vraiment structuré comme il le faudrait, je pense qu'à partir de ce moment-là, l'État turc serait obligé de faire des concessions, tout simplement. Et c'est sur ça qu'on a envie, nous, en tout cas, de se mobiliser, de se focaliser. C'est de se focaliser essentiellement sur cette réalité et à partir de cette réalité, construire notre avenir. Ne pas attendre qu'on nous donne nos droits, en fait. Les droits, on ne les donne jamais. Il faut les arracher, en fait, les droits. Il n'y a que comme ça qu'on peut obtenir nos droits. Ça a été pour certains peuples par le biais des armes, ça a été pour d'autres peuples par le biais de la démocratie, ça a été pour d'autres peuples par le biais des manifestations, de la lutte. Mais au final, c'est une forme de lutte qui est menée sous différentes formes. Et donc, à aucun moment, les États n'ont cédé ou bien n'ont accordé les droits des différents peuples avec lesquels ils sont en conflit par, on va dire, par une simple demande en fait. Voilà. C'est un combat, il faut mener ce combat. Avant le PKK, au sein des Kurdes, il y avait d'autres partis politiques kurdes, il y avait d'autres luttes kurdes. Avant le PKK, au courant de ces 200 dernières années, donc de ces 2 derniers siècles, il y a eu 28 résurrections de la part des Kurdes, qui ont au final tous été étouffés. Le PKK est le 29e dans ce contexte-là, face à la Turquie.
Et c'est celui qui a duré le plus longtemps, et c'est celui qui, pour le moment, n'a pas été étouffé, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la lutte, en tout cas pour la démocratie, pour la liberté, pour les valeurs universelles, que défendent aujourd'hui les Kurdes. Ça n'est pas une lutte qui va ni commencer avec le PKK, ni se terminer aussi avec le PKK. Donc, le PKK est aujourd'hui cette structure de nos jours qui a mené cette lutte, qui mène cette lutte toujours, et peut-être après le PKK, il y aura une autre structure qui va également mener cette même lutte. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que la lutte, elle est continuelle en fait. Quoi qu'il en soit, elle est continuelle. Il y a certains mouvements qui émergent, certains partis qui émergent, qui prend en quelque sorte le flambeau, qui représentent cette lutte, qui représentent cette émancipation, et qui mènent la lutte tout simplement. Et donc, de nos jours, au courant de ces 50 dernières années, ça a été le PKK. C'est le PKK qui a pris la relève dans le cadre de cette lutte. Et qui sait, peut-être que dans les années à venir, il y aura un autre parti qui prendra la lutte et qui l'amènera différemment. Et donc, j'espère évidemment que ce processus aboutira. Personnellement parlant, c'est ce que je disais encore une fois aux amis tout à l'heure, c'est que je suis plutôt... personnellement, je pense que ce processus va aboutir à quelque chose, va aboutir à un résultat, non pas parce que j'y crois en l'État turc, et absolument pas. Pas une seule seconde, je serai dans cette naïveté de croire à l'État turc, à cet État qui nous a autant fait mal quand même, mais parce que j'y crois en les personnes qui mènent cette lutte pour les Kurdes. J'y crois en ce mouvement qui mène cette lutte pour les Kurdes. C'est la raison pour laquelle, quand en parallèle de tout cela, j'observe les évolutions géopolitiques et géostratégiques de la région, quand j'observe la réalité de l'État turc, quand je regarde un peu tout ce qui se passe dans la région, je me dis, c'est la première fois qu'on est aussi proche en fait de nos droits, c'est la première fois qu'en tant que peuple, on est aussi proche de garantir notre liberté par une certaine constitution, par vraiment des droits juridiques. C'est la chose que les Kurdes n'ont jamais pu jouir en quelque sorte, c'est de pouvoir bénéficier d'un cadre juridique en fait. Ils ont toujours depuis l'histoire été exclus d'un cadre juridique. Les droits des Kurdes ont toujours été bafoués en fait, évidemment d'un point de vue politique, c'est une réalité, mais d'autre part, ils ont essentiellement été exclus en fait de ce qui pourrait pouvoir bénéficier, de ce qu'ils auraient pu bénéficier de ce cadre juridique. Et c'est aussi ça qui a, je dirais, fait beaucoup souffrir aux Kurdes depuis ces nombreuses années. Et c'est pourquoi je pense que cette fois-ci, on est sur un bon chemin. Je pense que cette fois-ci, l'ensemble de ces éléments vont permettre aux Kurdes de pouvoir vraiment jouir en quelque sorte de leur liberté. Voilà. C'est ce que je pourrais dire pour résumer un petit peu la situation. Évidemment, je sais très bien que j'ai dû avoir beaucoup de manquements pour résumer tout ce tableau-là. Il y a beaucoup de choses qui ont lieu également en Iran, beaucoup de choses qui ont lieu également en Syrie, en Irak, dans les autres pays où les Kurdes vivent. Mais ce qui est sûr, c'est que la démocratie, c'est quelque chose qui se propage. La liberté, c'est quelque chose qui se propage. Les peuples en Iran montrent, je pense, au monde entier qu'il y a vraiment une lutte qui doit être menée, par exemple en Iran, dans le cas de l'Iran, contre ce régime sanguinaire. On voit que d'autres peuples dans la région mènent également des luttes dans ce sens-là pour leur propre liberté. Et je pense qu'il y a besoin de faire émerger encore plus fortement la question de la solidarité entre les peuples, et particulièrement de la région. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans cette optique-là. Et vraiment, je pense que les peuples vont pouvoir respirer un peu normalement dans cette région du monde. Donc, voilà.
Voilà. Merci. Merci. Merci à vous.